Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. Et ce journal nous emmènera à Oslo où la famille princière a été reçue mercredi par le roi Harald V et son épouse avant d'inaugurer une exposition consacrée au prince Albert Ier et les campagnes scientifiques qu'il a menées au Spitsberg. Si près du but, mais il faudra attendre encore un match. La Roca Team n'est pas parvenue à s'imposer jeudi soir face à Lasvel lors du 4e match de la finale de Betclic Elite et décrocha ainsi le titre de champion de France. Tout se jouera donc sur un match samedi soir à Lyon. Le consultant de beIN Sport, Frédéric Weiss, analysera avec nous les raisons de l'échec des basketteurs monégasques sur leur parquet et leur chance de rafler la mise samedi. La fête des sports à la mairie de Monaco, plus de 530 athlètes des différentes associations sportives de la principauté ont été distingués mercredi pour leurs performances réalisées au cours de la saison. Offrir à des enfants malades la possibilité de vivre une semaine exceptionnelle, c'est ce que proposent chaque année et depuis 2001 les Voiles de l'Espoir. Elles ont fait escale mercredi à Monaco. Alors que l'on célèbre cette année le centenaire de la disparition du prince Albert Ier, la Norvège a été associée à ces commémorations. Elle a accueilli de nombreuses explorations du prince scientifique. Et le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants ont été reçus hier par la famille royale norvégienne avant de prendre part à l'inauguration d'une exposition montée en partenariat avec le Fram Museum d'Oslo et le comité de commémoration Prince Albert Ier autour des 4 expéditions menées dans l'archipel du Svalbard. Alexandra Pani et Thomas Deus étaient sur place. Lorsque l'on se rend dans les régions arctiques, généralement l'on devient comme possédé par le désir de les revoir de nouveau, déclarait le prince Albert Ier. Ce ne sont pas moins de 4 expéditions que le prince navigateur réalisera dans la région du Svalbard à bord de son navire d'exploration Princesse Alice II. Cette exposition au Fram Museum retrace ses parcours et ses recherches en regroupant près de 50 illustrations d'archives reproduites sur 35 panneaux dans ce musée consacré aux expéditions arctiques et très prisé dans la capitale norvégienne. His exploration of Svalbard is really important for Norway as well, because it was one of the first scientific expeditions that included Norwegian scientists. So the 1906 and 1907 expeditions were really important for Norway as well, because Norwegian government didn't spend money on science on Svalbard at that time, but Prince Albert did. And the group led by Norwegian Gunnar Isaksen, who worked very close with Albert I, they became like a core group of young, idealistic, professional Norwegian scientists that were maybe our finest scientists in the polar region for the next 30 years. Le prince Albert Ier avait à cœur d'en apprendre plus sur l'Arctique. Après chaque campagne d'exploration, le souverain reportait chacune de ses avancées et découvertes, les observations, les spécimens étudiés, des résultats publiés dans de nombreuses revues scientifiques. Une exposition menée en coopération avec le comité Albert Ier dont les fonds sont issus à la fois des archives du Palais Princier, de l'Institut audiovisuel de Monaco, du musée océanographique mais aussi des archives locales norvégiennes. L'idée était de raconter une histoire, de raconter bien évidemment le tropisme arctique et norvégien du prince Albert Ier, son goût pour le Nord, j'aime le Nord, cette phrase qu'il aime à répéter dans la carrière d'un navigateur. Ces 4 expéditions en 1898, 99 et 1906 et 1907, les 2 dernières étant importantes ici puisqu'elles sont en coopération avec les explorateurs norvégiens et en particulier Gunnar Isaksen. Et donc nous avons réfléchi avec Geir Clover pour comment concevoir cette exposition en mêlant bien évidemment les expéditions du prince Albert Ier et en les prolongeant, puisque nous sommes à Oslo, nous sommes en Norvège, avec celles menées après jusqu'au traité du Svalbard en 1920, menées par les Norvégiens. Remonter les traces de son trisaïeul jusqu'en Norvège en famille, le prince Albert II a pu partager avec son épouse, la princesse Charlène, et ses enfants cette partie de son patrimoine familial. Et c'est d'ailleurs aux côtés de son père que le prince héréditaire Jacques a officiellement inauguré cette exposition en présence du prince héritier de Norvège, Håkon. Et si vous êtes de passage à Oslo, vous avez jusqu'au 31 août pour la découvrir.
Ce déplacement s'est poursuivi ensuite à Longyearbyen, capitale du Spitzberg, et point de départ d'une croisière privée à bord du commandant Charcot, sur les pas du prince Albert Ier et de ses campagnes d'exploration, dernier temps fort de ce voyage commémoratif. Frédéric Hélion nous rejoint pour développer les autres grands titres de l'actualité, au premier rang desquels l'hommage au sergent Thierry Perard, mort au feu dimanche dernier. La cérémonie militaire sera retransmise sur notre antenne demain. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Patricia, vous l'avez dit, le prince souverain actuellement retenu en Norvège a souhaité qu'un hommage national soit rendu au sergent Thierry Perard, décédé tragiquement dans l'accomplissement de son devoir de sapeur-pompier. Les honneurs funèbres militaires débuteront dès 9h du matin, une cérémonie à suivre en direct sur notre chaîne commentée par Sandrine Nègre. La cérémonie religieuse sera ensuite célébrée en la cathédrale de Monaco à 10h30. Vous pourrez la suivre en direct sur les réseaux sociaux du diocèse de Monaco. Via un communiqué de presse, le souverain regrette de ne pas pouvoir être personnellement présent demain. Il sera représenté par la princesse de Hanovre lors de la messe de funérailles et par le colonel Luc Fringant aux honneurs funèbres militaires. Le prince Albert II a également souhaité que les drapeaux de la principauté soient mis en berne vendredi et que le sergent Thierry Perard soit élevé au grade de sergent-chef et nommé chevalier dans l'ordre de Saint-Charles à titre posthume. Autre hommage à une personnalité bien connue à Monaco et qui vient de s'éteindre. Le paléontologue Yves Coppens est décédé hier à l'âge de 87 ans, célèbre pour avoir découvert Lucie, le fossile d'une petite australopithèque vieille de 3,2 millions d'années en 1974. Il était considéré comme le pape de la préhistoire. Les hommages se sont multipliés ces dernières heures, notamment en Principauté où le professeur Coppens était président du comité scientifique international du musée d'anthropologie de Monaco. Et enfin, hier, Frédéric, se tenait une séance publique au Conseil national. La proposition de loi concernant le résultat budgétaire final pour l'exercice 2021 portant fixation des budgets primitifs et rectificatifs de l'État a été étudiée hier soir au Conseil national. 16 élus étaient présents dans l'hémicycle et la proposition de résolution a été votée à l'unanimité des présents. Il faudra attendre le 5e et dernier match de la finale du championnat de Betclic Elite pour savoir qui, de Monaco ou de l'Asvel, décrochera le titre de champion de France. La Roca Team, qui avait pourtant pris l'avantage, s'est inclinée à domicile lors du match 4, remettant ainsi les deux équipes à égalité, 2 victoires partout. Et face à leur destin, le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever sur des images de Lionel Bernardi. La Roca Team a semblé tétanisée par l'événement. Dès l'entame, c'est l'Asvel qui imprime son rythme et laisse Monaco sur le carreau en débutant par un 7-0. Comme lors du match 2, les Monégasques sont maladroits et peinent à freiner les attaquants villeurbanais. Après seulement 9 points marqués dans les 10 premières minutes, Monaco se remet la tête à l'endroit dans le second quart-temps mais ne peut faire mieux que jeu égal avec son adversaire. Mike James et Dwayne Bacon mènent les offensives, répondues par un William Howard en mode sniper. 28-41 à la pause, Monaco est plombé par son 33% de réussite au shoot, en plus d'être largement dominé au rebond. Pour le dernier match de la saison à Gaston Médecin, le public monégasque espère un retournement de situation en deuxième mi-temps. Mais le troisième quart est aussi compliqué que le premier avec un 14-1 encaissé. La Roca Team va compter jusqu'à 26 points de retard, irrattrapable. Dans le dernier quart, Mike James s'amuse et inscrit 17 de ses 34 points. Derrière lui, seul Dwayne Bacon atteint la barre des 10 unités. En face, 4 joueurs sont à 11 points au plus, symbole d'une domination collective sur ce match. L'Asvel, dès le départ, a mis la main sur le match, a bien joué, mieux que nous. Un peu un remake du début de match du match 2. Et voilà, on n'a pas su revenir, on n'a pas bien joué. Tandis que l'Asvel a bien joué, a été plus à droite que ces derniers matchs. Il n'y a pas grand-chose à dire, on va voir demain la vidéo ce qu'on peut en ressortir, mais je préfère penser au 5e match à Lyon. Après cette défaite 68-85, la Roca Team devra donc aller chercher son titre de champion sur un match 5 décisif qui s'annonce bouillant à l'Astrobal.
Et pour analyser cette défaite hier soir à la salle Gaston Médecin, un grand témoin qui suit le championnat de France de Betclic Elite pour la chaîne beIN Sport. Bonsoir Frédéric Weiss. Bonsoir Patricia. On espérait voir la Roca Team triompher sur ce match 4 et finalement c'est l'Asvel qui l'a emporté et avec la manière, il faut bien le dire. Oui, clairement l'Asvel a commencé le match du bon bout directement en mettant une grosse pression sur la Roca Team. Ils ont eu beaucoup de mal à attaquer cette pression, justement, ils ont bien joué d'entrée, ils ont été agressifs, ils ont essayé d'aller vers le cercle et la Roca Team a eu des réponses plutôt individuelles que collectives. Un mot sur la performance de Mike James qui a inscrit la moitié des points de son équipe. Il était peut-être trop seul. On a l'impression que Mike James était effectivement trop esselé, c'était compliqué pour lui finalement parce que c'était le plan de jeu de l'Asvel. On vient de l'apprendre en discutant un petit peu. Le plan de jeu c'était justement de le l'esseler, le laisser marquer les points et lui éviter de passer beaucoup le ballon, ce qu'il avait fait au match 3 avec 10 passes décisives. Là il en fait beaucoup moins et il crée moins de jeu et finalement Mike James tout seul c'est compliqué de gagner contre l'Asvel. Comme au match 2, Monaco a connu une grosse panne d'adresse également. À quoi est-ce dû selon vous ? J'ai l'impression que les pannes d'adresse, c'est un peu fluctuant. On a eu l'Asvel qui a été très en difficulté sur le match 3. Il y a des pannes d'adresse, je pense que la fatigue commence à se faire sentir. La pression défensive est là. Mais en général, c'est plutôt de bon augure parce que quand on sort d'un match aussi difficile en termes d'adresse, le match suivant, on est plutôt bon. Donc on va voir ce que ça peut donner. On arrive sur un match 5 donc avec sans doute les fantômes du passé dans la tête des Monégasques. On pense à 2019 bien sûr, mais surtout plus récemment à ce quart de finale cette saison face à l'Olympiakos en Euroleague. Est-ce que cela peut jouer contre Monaco ? Alors j'ai envie de dire que les joueurs de Monaco ne sont pas ce type de joueurs. Je pense qu'ils ont mentalement les capacités de répondre à ça, mais en même temps ça doit peser un petit peu forcément parce que perdre au match 5 c'est jamais évident. Encore une fois, moi j'ai plutôt confiance en l'esprit de cette équipe. Avec le coach Sacha, franchement, je ne suis pas sûr qu'il laisse ses joueurs vraiment douter. Ils vont faire un bon match. Après, encore une fois, c'est jeter une pièce en l'air parce que les deux équipes sont tellement proches. Mais alors comment Monaco peut gagner ce match décisif ? La clé, c'est l'agressivité. Il va falloir directement rentrer dans le match, ne pas subir l'agressivité de l'Asvel, mais par contre, imposer son agressivité. On l'a vu au match 1, ils sont capables de gagner là-bas, mais encore une fois, parce qu'ils ont joué très très dur, parce qu'ils ont été agressifs défensivement et qu'offensivement, le ballon a bien circulé. Ce match 5 sera donc à suivre sur beIN Sport ce samedi à partir de 20h30. Merci beaucoup pour cette analyse, Frédéric Weiss. Merci beaucoup, Patricia. Le suspense reste donc entier. Pour eux, en revanche, c'était un peu hier l'heure de la remise des prix de fin d'année. Les sportifs émérites de l'année ont été invités à la fête des sports de la mairie. Parmi eux, notamment, les Monégasques qui ont participé aux derniers Jeux de Tokyo et Pékin. Le récit d'Émilie Rousseau sur des images de Lionel Bernardi. Ils ont marqué leur sport par leur performance tout au long de la saison. Plus de 530 sportifs ont été honorés par la mairie de Monaco lors de la fête des sports. Ambiance festive et donc sportive pour saluer les différents résultats, qu'ils soient individuels ou collectifs. La remise de médailles s'est effectuée en présence de plusieurs personnalités et des Monégasques qui ont représenté la principauté aux derniers Jeux olympiques de Tokyo et de Beijing. On a eu envie de mettre de la transmission entre ces athlètes et que des plus jeunes, des moins aguerris jusqu'aux plus aguerris et aux plus performants, ils puissent se retrouver et là, autour d'un cocktail, pouvoir discuter et pouvoir se rendre compte qu'à Monaco, on peut faire de très belles choses au niveau du sport. Je suis persuadé que tous les jeunes de Monaco peuvent vraiment se distinguer. Il n'y a aucune raison qu'ils n'arrivent pas à un niveau de performance excellent. Et l'excellence, eux, ils l'ont touché du doigt. L'équipe de bobsleigh monégasque, représentée ici par Anthony Rinaldi, la pongiste Xiao Xingyang et le skieur Arnaud Alessandria se sont directement qualifiés pour les derniers Jeux olympiques d'été et d'hiver. La mairie de Monaco a tenu à valoriser et récompenser leur engagement en leur remettant la médaille de la ville. Ce qui était vraiment surtout cool, c'était de voir tous les enfants qui étaient super contents de recevoir ces médailles. Ça, c'était vraiment le top. Et je peux partager ce moment avec ma fille, Lindsay, qui est gymnaste au féminin sport de Monaco. Et voilà, c'est toujours un honneur d'être reçu par la mairie et de pouvoir partager ça avec des futurs champions et des athlètes de tout horizon, et surtout de transmettre cette passion olympienne en espérant que ça donne des idées aux plus jeunes. Des plus jeunes qui ne manquent pas de motivation. Ça donne envie de faire encore mieux et d'essayer de l'année prochaine d'avoir une médaille au-dessus peut-être.
Moi, cette médaille, elle m'encourage vraiment à aller encore plus haut et à poursuivre les efforts parce que ça montre qu'on y arrive au final. Médaille en poche, cette fête des sports annonce également pour certains la fin d'une saison bien remplie et l'envie de se surpasser dès la rentrée prochaine. Un coup de projecteur à présent sur une belle initiative qui a plus de 20 ans. Les voiles de l'espoir permettent à des enfants malades de vivre des moments exceptionnels, une vraie aventure humaine autour de la pratique de la voile et qui a pour ambition de transformer chaque petit moussaillon en grand capitaine de sa vie. Hier, tous ont jeté l'ancre en principauté et Julia Vial et Lionel Bernardi sont allés à leur rencontre. La 11e édition des Voiles de l'Espoir a fait escale à Monaco. Un moment féerique pour les enfants qui en ont pris plein les yeux au Palais Princier. Ils étaient une centaine venus de 6 pays différents à avoir la chance de participer à ce projet solidaire. On leur apporte évidemment du bonheur, la découverte du monde du nautisme, de la mer, de la plaisance, mais un peu plus que ça. On leur amène de la confiance en eux, de l'estime de soi, du partage. La semaine qu'ils pratiquent en mer, ça leur permet de se redécouvrir et puis plus encore de se projeter vers l'avenir. Cette formidable aventure humaine transforme ces enfants qui sont en rémission de cancer, une parenthèse enchantée durant quelques jours. J'ai tout oublié. À part quand on prend les médicaments, là on repense, mais sinon ça fait du bien et ça nous enlève la maladie. On est tous malades et ça permet d'être tous unis et entraidés. Pour ce projet solidaire et convivial, ce sont d'ailleurs les bénévoles qui se sont adaptés aux enfants. Ce sont des grands enfants, en fait, c'est plutôt eux qui sont donneurs de leçons. Et en fait, on les suit, c'est eux qui nous disent, bon ben voilà, à telle heure j'ai mon médicament, est-ce que tu peux me donner mon médicament? Donc on est vraiment à leur service. La fin de la journée ne pouvait pas mieux se terminer. Les luxueuses voitures de l'Automobile Club de Monaco attendaient les enfants devant le Palais Princier. Certains d'entre eux n'en revenaient pas. Je ressens de l'émotion, forcément. C'est incroyable et puis ça va être une seule fois dans la vie, pas deux, je pense. Il s'agissait pour beaucoup d'enfants de leur première sortie en dehors du contexte médical et familial depuis le diagnostic de leur maladie. À travers les voiles de l'espoir, ils ont vécu un moment d'évasion riche de sens, de liberté et d'optimisme. Passons à l'agenda des prochains jours et même bien au-delà, Frédéric. Il reste encore quelques places pour débuter pour le concert d'MC Solar demain soir. L'artiste sera sur la scène de la Salle des Princes au Grimaldi Forum demain dès 20h30, accompagné par le New Big Band Project, une formation jazz de cuivre et violon avec des choristes. MC Solar revisitera son répertoire et notamment les tubes de ses 3 premiers albums récemment réédités. Pour assister au concert et réserver votre place, un site montecarloticket.com ou un numéro, le 99 99 30 00. Et la saison musicale sera décidément très belle au Grimaldi Forum cet été. Dans le cadre de sa tournée Troubadour Tour, Francis Cabrel viendra en principauté interpréter ses nouvelles compositions avec son nouvel album À l'aube revenant. L'occasion de découvrir 13 nouvelles chansons, mais l'artiste chantera également les tubes les plus marquants de sa longue carrière. Un concert à ne pas rater le 6 juillet dès 20h30 à la Salle des Princes. Une autre date à retenir, Patricia, du 26 août au 4 septembre, Nicolas Gelmoni et l'équipe d'Eight Stars Monaco reviennent pour un spectacle cabaret de cirque Delirious avec acrobatie, musique live, théâtre et comédie. Et enfin, les incontournables festivités de la Saint-Jean, Frédéric. Qui débute ce soir en principauté avec l'embrasement d'un premier feu de joie sur la place du Palais à 21h30. Les danseuses de la Palladienne assureront l'ambiance. Demain soir, toutes les festivités prévues sur la place des Moulins et à l'église Saint-Charles sont annulées en raison de la journée d'hommage national au sergent Thierry Perrard. Un dernier détour par les prévisions météo avant de refermer ce journal. Le beau temps sera-t-il de retour demain ? Un grand soleil rayonnera dans le ciel vendredi matin, Patricia, puis une évolution orageuse est possible dans l'après-midi, avec des risques d'averses en soirée également. Les températures seront comprises entre 18 et 24 degrés. Vendredi 24 juin, nous fêterons les Jean-Baptiste.
Merci Frédéric. Nous vous donnons rendez-vous demain, vendredi à 19h pour un nouveau journal. Nous nous quittons sur ces photos prises par Manuel Vitali et qui rendent hommage au public qui a soutenu tout au long de la saison de Betclic Elite, mais d'Euroleague également, la Roca Team. Un public qui était donc là pour le dernier match à domicile. Passez une très belle soirée sur Monaco Info. À demain.